Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le Premier ministre lance un appel pour un débat politique apaisé dans le pays. Amadou Gon Coulibaly était à Boundiali. Il a procédé hier à l'investiture du nouveau maire de la commune, la ministre Mariatou Koné. Le chef du gouvernement annonce des projets pour le développement de la région de la Bagoué. C'était une rencontre d'affaires pour le développement du continent. 2000 opérateurs économiques et 5000 rendez-vous d'affaires. C'est le bilan du Forum international du développement de l'Afrique. La rencontre a pris fin vendredi à Casablanca au Maroc. Et puis, un mois après les manifestations, c'est une nouvelle semaine décisive qui débute en Algérie. Ce dimanche, ils étaient nombreux dans les rues du pays. En France, les Algériens se sont aussi rassemblés aujourd'hui. Le départ du système politique réclamé. Des projets pour le développement de la région de la Bagoué. 24 km de bitume, bientôt le lancement des travaux du CHR de Boundiali. Le Premier ministre a fait ses annonces hier à l'occasion de l'investiture du nouveau maire de la commune, Mariatou Koné. Le reportage de Ami Sissoko. Le premier mandat du maire de Boundiali, Mariatou Koné, débute bien. Sa ville vient de bénéficier de 8 km de bitume de la part du gouvernement le jour même de son investiture. Ce sont 24 km prévus pour la région de la Bagoué. Les travaux sont lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Stade Lowaro de Boundiali. Ce samedi, Mariatou Koné est officiellement investie maire de la commune, la première femme maire depuis 39 ans. En ce jour spécial pour elle, membres du gouvernement et population n'ont pas tari d'éloges à son égard. Votre mère, mesdames et messieurs, est d'abord et avant tout une femme exceptionnelle. Douter d'un courage à toute épreuve est une très grande discrétion. Je salue la présence forte des membres du gouvernement à cette cérémonie. De mémoire de ressortissants de la Bagoué, il n'y a jamais eu autant de membres du gouvernement à une cérémonie dans notre région. C'est, Monsieur le Premier ministre, pour venir vous accompagner, pour vous montrer notre attachement à votre personne, pour vous dire que nous sommes en ligne avec la vision du président Alassane Ouattara. L'installation de Madame la ministre Mariatou Koné en tant que maire est la preuve que Boundiali est en avance dans la mise en œuvre de la politique du genre. Avec Mariatou Koné, nous sommes rassurés que la mairie de Boundiali se trouve entre de très bonnes mains. Son premier quinquennat, Mariatou Koné compte le placer sous le sceau du développement, d'où des doléances à l'endroit du Premier ministre, président de la cérémonie. Monsieur le Premier ministre, les défis à relever par le nouveau maire que je suis sont nombreux. Au rang des priorités figure l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'électricité, l'amélioration de l'accès à la santé, le bitumage des artères de la ville. Boundiali souhaiterait disposer d'un peloton mobile de gendarmerie en vue d'assurer une meilleure protection des biens et des personnes. Répondant aux préoccupations du nouveau maire, Amadou Gon Coulibaly annonce de grands chantiers pour la région de la Bagoué. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, me demande de vous annoncer à vous, population de la Bagoué, que 24 km de bitume en termes de voirie seront réalisés dans l'ensemble de la région de la Bagoué. Il me charge également de vous dire que vous avez vu certes passer une ambulance où il est écrit Hôpital général de Boundiali, mais nous allons bientôt lancer les travaux du centre hospitalier régional de Boundiali. Boundiali aura son CHR. Nous allons également lancer les travaux de l'hôpital général de Kouto. Et tous ces travaux seront achevés au plus tard septembre 2020. Je peux prendre ici l'engagement au nom du chef de l'État et du ministre d'État, ministre de la Défense,
que Boundiali aura son peloton mondial de gendarmerie. À cette cérémonie d'investiture, le chef du gouvernement a aussi mis en exergue la vision du RHDP. Le RHDP, c'est la mise en œuvre sur la période 2019-2020, suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un programme social de 727 milliards de francs CFA. Le choix de Boundiali a été clair, sans ambiguïté et sans nuance. Oui, chers frères et sœurs, vous avez démontré que non seulement vous avez entendu l'appel du président de la République, mais mieux, que vous y adhérez fortement. Avec la présence massive des membres du gouvernement à ses côtés, le maire Mariatou Koné peut désormais compter avec eux pour donner un visage reluisant à sa commune. À l'occasion de cette investiture du maire de Boundiali, le débat politique doit être apaisé, estime le Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly invite à l'usage du bon ton pour la préservation de la paix, retrouvant à Mississoko. Lors de son intervention à l'investiture du maire de Boundiali, Mariatou Koné, le samedi 16 mars, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly souligne que l'ambition du RHDP est d'apporter le développement, le bien-être et la paix à la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, et face à une scène politique dominée par les dérives, le président du directoire du RHDP invite les acteurs politiques et l'ensemble des Ivoiriens à plus de retenue, aussi bien dans leurs propos que dans leurs actes. Aux acteurs politiques de l'opposition, je dis bien, des plus jeunes aux plus âgés, je les invite à plus de responsabilité dans leurs propos. Pour ceux qui sont si pressés de voir des duels politiques, je leur demande d'être simplement patients. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous, aujourd'hui, quand le président Ouattara se lève, sa préoccupation, c'est comment faire en sorte que les Ivoiriens vivent mieux. Quand il se lève le matin, qu'il commence à appeler ses collaborateurs avant d'aller au bureau. Quand il est au bureau, quand il rentre le soir et qu'il est au téléphone avec ses collaborateurs, il est au téléphone avec ses populations, il est au téléphone avec l'extérieur du pays, il se préoccupe de savoir comment faire en sorte que les conditions de vie des Ivoiriens s'améliorent davantage chaque jour. Il se pose la question de savoir, est-ce que les prix d'achat qui ont été fixés pour le cacao, pour l'anacarde, pour les paysans, sont-ils respectés? Ceux qui attendent les duels, le temps des duels qu'ils veulent va arriver. Le temps des duels qu'ils veulent va arriver. 2020, c'est bouclé. Oui, et c'est pour cela que moi je vous demande à vous tous, soyez zen. Soyez zen. Pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale, le RHDP prône le vivre ensemble. Un message d'union et de paix que promeut également le ministre Amédée Kouakou. Il continue sa mission d'explication des valeurs du RHDP. Il était hier dans la région du Nzi. La délégation a échangé avec plusieurs leaders de communauté. Le reportage de Léon Brou. Ils sont venus de Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda et Dembokro. 105 chefs traditionnels, représentantes de femmes et présidents de jeunes de la région du Nzi n'auront pas boudé cette rencontre, eux dont les sentiments de lutte pour ou contre la disparition du PDCI-RDA ou encore de velléité de retour au parti unique, inspirés par les récents développements de l'actualité politique nationale, ont été clarifiés par la mission d'explication du RHDP. Pour Amédée Kouakou et sa délégation, le parti fondé par le président Alassane Ouattara en janvier dernier est le creuset des héritiers de Félix Houphouët-Boigny, ceux de ces Ivoiriens épris de paix. Les Ivoiriens adhèrent à ce parti, qui est donc un parti qui prend les idéaux de paix, les idéaux de cohésion, les idéaux de rassemblement. Mais pourquoi les Ivoiriens donc adhèrent au RHDP? Les Ivoiriens adhèrent au RHDP parce que lorsque tous les Ivoiriens sont ensemble, on peut donc avoir le développement, c'est-à-dire avoir des routes, avoir des écoles, avoir des centres de santé, avoir l'électricité,
et avoir le minimum vital. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a souhaité que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent. Et ce pays-là, on peut l'avoir que si la Côte d'Ivoire est véritablement en paix. D'indiquer que les 8 ans de progrès impulsés à la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara est le fait de la paix retrouvée, notamment entre les oufouettistes. Amédée Kouakou est rejoint par les chefs coutumiers d'Unzi et leur père de Tiébissou et Toumoudi sur la nécessité de consolider cette paix. Tous souhaitent la réconciliation entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié. Toujours dans l'actualité politique, le président de Force 2015, Charles Yaouré, a parlé d'union et de cohésion à Saint-Fra, un message qu'il a également partagé avec les responsables locaux du RHDP de Port-Boué. Enfin, il pointe ses rencontres avec Abou Sanogo. Une rencontre initiée par le député de Saint-Fra, Sidibé Lamine. Il s'agit pour lui d'une rencontre de restitution des activités de l'Assemblée nationale à ses mandats. Invité spécial de ce rendez-vous, le député Charles Yaouré, initiateur de l'opération 2020 s'est bouclé. Aux populations de Saint-Fra composées en majorité de chefs traditionnels, de chefs de communauté et de militants du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Charles Yaouré a appelé à la cohésion, à l'union et au travail. Le RHDP, c'est plus de 70% de l'électorat ivoirien. C'est pensant de voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais cela commence par l'union des cadres. Travaillons à être ensemble. Travaillons à être unis. Et je voudrais compter sur les jeunes. Je voudrais compter sur nos mamans. Un appel à l'unité salué par l'ensemble des participants. On a notre salut que dans l'union, tout le monde part convaincu que, en tout cas, le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais c'est également la Côte d'Ivoire de demain. Après Saint-Fra, le député Charles Yaouré s'est rendu dans la commune de Port-Boué pour sonner la mobilisation autour du RHDP et installer la coordination Force 2015 de cette commune. Les cadres les plus présents sur le terrain au niveau de cette formation politique sont avec le président de la République et son premier ministre. Et ils sont tous d'accord avec la vision du chef de l'État, tout ce qui est gage de permettre à ce pays de croire en l'émergence et au développement pour tous. Le RHDP aujourd'hui est devenu une force politique. Nous ne pouvons qu'adhérer à ce RHDP-là parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire et surtout le développement pour notre pays. Après Saint-Fra et Port-Boué, la caravane conduite par Charles Yaouré entend aller à la rencontre des populations sur l'ensemble du territoire national pour les inviter à adhérer massivement au RHDP. On quitte le terrain politique pour l'économie, nouer des partenariats entre acteurs du privé pour le développement du continent. C'est l'objectif du Forum international du développement de l'Afrique. La rencontre a refermé ses portes à Casablanca au Maroc. Cette 6e édition a réuni plus de 2000 opérateurs économiques, 5000 rendez-vous d'affaires obtenus. Le reportage de notre envoyé spécial Francis Boifo. Plus de 5000 rendez-vous B2B dans les secteurs agroalimentaires, travaux publics, commerce et distribution, énergie, transport et logistique entre 2000 opérateurs économiques. Le Forum international du développement de l'Afrique, FIAD 2019, est considéré comme la plus grande rencontre d'affaires du continent. La data, la voix, le mobile money, c'est ce type de produit que nous distribuons. C'était justement d'avoir des personnes pour nous permettre justement, comme je dis, des smartphones low cost, afin que nos populations, qui sont pour la plupart rurales, puissent bénéficier de cette expérience-là. Tous les pays aujourd'hui mettent en point de mire l'entrepreneuriat féminin, car tout le monde est conscient que l'économie d'un pays part par le développement des PME. Le FIAD 2019 prône l'intégration économique à travers des partenariats entre entreprises du secteur privé. C'est ce secteur privé africain structuré, connecté, fort, soutenu dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Dans cette nouvelle vision du développement, le secteur privé en est le moteur et l'État devra créer les conditions pour accompagner l'entrepreneuriat et favoriser une meilleure insertion des jeunes diplômés. Les jeunes ont beaucoup de mal à accéder au marché du travail, même quand la croissance est forte. Et ce qui est unique au monde, les jeunes qualifiés ont plus de mal que les non qualifiés. Ça, c'est unique. Et c'est quand même un problème social et ça va devenir très vite un problème politique. Pour accompagner l'État, du moins pour soutenir l'initiative privée en Afrique, la Fondation Almada a décerné des trophées à 3 jeunes entrepreneurs
et à 3 entreprises dont le modèle économique repose sur l'intégration africaine, c'est-à-dire des entreprises qui se développent dans plusieurs pays africains et qui emploient la main-d'œuvre locale. Ici en Côte d'Ivoire, l'emploi de cette main-d'œuvre locale donne des résultats. Elle a aidé à la réalisation de plusieurs projets, notamment des projets d'école, des projets d'assainissement, des routes reprofilées. C'est le bilan des activités du précis projet de renaissance des infrastructures. 12 milliards de francs CFA investis en 2018 pour l'amélioration des infrastructures de base dans 7 communes ivoiriennes. Les collectivités locales invitées à la préservation de ces réalisations. Les explications de Moussa Konaté. Des bâtiments entièrement rénovés au groupe scolaire Sikoji dans la commune de Port-Bouy. Une action du précis, le projet de renaissance d'infrastructures de Côte d'Ivoire. Le même constat est fait dans 3 autres écoles de la commune. Une initiative pour offrir un cadre agréable à l'apprentissage. Avant la réhabilitation, le plancher de certaines classes était dégradé. Il y avait des trous, des fissures dans certains murs dans les classes. On avait des problèmes d'électricité pratiquement dans toutes les classes. Les latrines étaient pratiquement inutilisables. Autre lieu, au nord du pays, dans la commune de Korogo, les chantiers réalisés par le précis sont bien visibles. Voies reprofilées, nettoyage des rues, l'abattoir de la ville réhabilité. Avant, l'enceinte était ouverte. C'est dans le cadre de ce projet-là que nous avons construit cette clôture-là. Voilà, donc en plus de la clôture, on a fait des travaux en interne. Ces réalisations du précis s'inscrivent dans le cadre du programme d'entretien communal. Il s'agit d'aider les collectivités dans l'amélioration des infrastructures de base. Selon un dernier bilan en 2018, 12 milliards de francs CFA ont été investis. Nous avons pu reprofiler plus de 30 km de route dans les différentes communes. Nous avons réhabilité environ 40 groupes scolaires. En termes de nettoyage des caniveaux, nous avons nettoyé environ 3000 mètres linéaires de caniveaux. Et ce projet-là a eu également un impact sur la jeunesse, puisqu'il a permis d'offrir de l'emploi environ à 10 000 jeunes. Au total, 7 localités sont bénéficiaires de cet appui aux communes. Korogo, Daloa, Boaké, San Pedro, Koumassi, Port-Bouy et Yopougon. Ces collectivités sont invitées à préserver les acquis de ce projet. C'est des contrats qui sont signés avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de ce projet. Nous avons invité les communes à continuer de travailler de sorte que les ressources des partenaires, des ressources qui sont mises en place dans les collectivités territoriales soient gérées dans la rigueur. Le projet de renaissance d'infrastructures de Côte d'Ivoire a été mis en place en 2012 avec un financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Le programme d'entretien communal du précis est prévu s'étendre à plusieurs autres communes du pays. L'opération Grand Ménage aussi vise toutes les communes du pays. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité était à Assini. En désiré Oloto à sensibiliser les populations sur les notions de propriété. Elle invite toutes les couches sociales à s'impliquer dans l'opération Grand Ménage. Grâce Kando. Assini, à 80 km à l'est d'Abidjan, dans le sud Comoé, accueille la 25e édition de l'opération Grand Ménage. La propreté, c'est Abidjan, mais c'est aussi toutes les villes de l'intérieur du pays. Et Assini ne veut pas rester donc en marge de ce processus-là. Nous avons eu des difficultés, notamment la propreté du bord de mer, avec le maire, ce bord de mer qui est agressé donc tous les jours par des algues, mais également par des déchets plastiques qui sont donc rejetés par la mer tous les jours. C'est une problématique globale et nous comptons l'adresser donc en liaison avec le ministère de l'Environnement. Ensemble, gardons Assini Mafia propre, belle et saine. Autour de ce thème, les différentes couches sociales, avec à leur tête le premier magistrat, s'engagent à ne plus salir leur environnement, balayer et entretenir leur cadre de vie et éviter de déféquer à l'air libre. À notre élection, nous avions comme ambition de faire d'Assini une cité touristique de référence mondiale. Et pour cela, il faut que la ville soit verte, elle soit propre, elle soit saine. Et que chaque Assinien sache qu'en préservant Assini, on préserve notre patrimoine, notre bien, parce que c'est notre environnement qui est notre richesse. Nous allons sensibiliser nos habitants et tout pour que
la propriété vraiment rime dans nos villages. Comme à l'accoutumée, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, maintenir le cap de la propriété dans les différents quartiers et villages d'Assini. On va rester dans le domaine de l'environnement. L'UNESCO veut trouver une solution pour une meilleure gestion transfrontalière des sites classés patrimoine mondial. Les gestionnaires de ces sites en réunion régionale à Mans, dans l'ouest du pays. Plusieurs experts de 20 pays africains prennent part à la rencontre. On fait le point avec Eve Boué. Cette première réunion régionale se tient à Mans, à une centaine de kilomètres de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, site transfrontalier du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs experts, dont des gestionnaires des sites, des partenaires techniques et financiers, issus de 20 pays africains, ont planché durant 4 jours sur la coopération transfrontalière pour une gestion efficace des sites du patrimoine mondial en Afrique. Il est vrai que c'est plus difficile en fait de gérer un site du patrimoine mondial qui est entre 2 pays, voire 3 pays, parce que vous comprenez bien que tout le monde doit faire des efforts redoublés pour la gestion conjointe. Nous allons essayer de tirer les bonnes leçons de l'Afrique de manière à pouvoir les partager avec le reste du monde. L'exercice qui a été le nôtre pendant ces jours, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons concilier à la fois les impératifs du développement du continent, mais également les enjeux stratégiques de conservation. Chaque pays et chaque consultant, chaque expert était venu donner son point de vue à travers ces travaux de recherche pour améliorer les politiques de gestion et de la coopération transfrontalière. Les gestionnaires de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, à cheval sur la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria, ont déjà une certaine longueur d'avance. Nous rentrons d'un voyage de Guinée où nous avons pu rencontrer les autorités guinéennes. Et au terme de cette rencontre-là, nous avons pu mettre en place aussi un cadre transfrontalier de travail. C'est un bien commun qui appartient à 3 pays. Nous sommes obligés de créer la synergie d'action pour assurer l'intégrité de cet espace. Et je souhaite que de tels élans continuent. Et nous, Guinéens, Ivoiriens, je pense que nous sommes engagés sur ce chemin-là. Nous voulons que ces réunions-là se répètent et que des moyens suivent, parce que la gestion transfrontalière demande des moyens. Après d'intenses travaux, la réunion s'est achevée par une randonnée pédestre de l'ensemble des participants à la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba dans le département de Danane. Notons que cette activité, financée par le Fonds en dépôt néerlandais, a été organisée par l'unité Afrique du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO en collaboration avec le bureau UNESCO à Abidjan, l'OIPR, les organisations consultatives et le Fonds pour le patrimoine mondial africain. Les musulmans se préparent à effectuer le pèlerinage à la Mecque. Plus de 9000 fidèles vont accomplir ce 5e pilier de l'islam. La question abordée au Dimanche Magazine, présentée par Juliette Ouéa, le commissaire du Hajj, a donné plus de détails sur l'organisation de ce voyage en Terre Sainte. Ceux qui ont payé le coût du Hajj, qui n'ont pas été pris en compte par la plateforme, après ce recensement, nous avons constaté qu'il y a 680 places qui se dégagent, un reliquat de 680 places. Nous convions tous les candidats, les 680 candidats qui seront convoqués et qui verront leur nom sur la liste, sur notre plateforme, nos différents canaux. C'est ceux-là qui sont concernés par cette opération exceptionnelle. Donc le mercredi 20, ils passeront à la grande mosquée de la Riviera Golfe. De la manière dont nous organisons le départ, il y a un checkpoint, il y a la liste des personnes. Ils viennent avec le passeport, l'original, la photocopie, la carte nationale d'identité, les photocopies, le certificat médical d'aptitude pour le Hajj 2019 et le carnet de vaccination, ainsi que les 8 photos d'identité en couleur à fond blanc. Sans l'argent, ils ne viennent pas avec l'argent. Ils viennent pour le retrait d'une autorisation spéciale pour le paiement du coût du Hajj qui va se faire dans les trésoreries dédiées à cet effet. Donc, nous demandons à tous les candidats qui sont concernés par cette opération de venir à la grande mosquée. Ceux qui ne seraient pas appelés, de rester à l'écoute. La mosquée centrale de Tabo a de nouvelles commodités. L'édifice inauguré ce week-end, c'était en présence du ministre Bandama Maurice et des guides religieux. Une mosquée qui doit aussi servir de lieu de prière pour la paix. Franck Quadio. Un nouveau visage pour la mosquée centrale de Tabo. Nous sommes dans la Niébitiassa. L'initiative est du ministre de la Culture, mais aussi fils de la région, Maurice Bandama. À ses côtés, le représentant du président du conseil régional du Tchologo, Birahima Tene Ouattara, et du COSIM, Conseil supérieur des imams, Eladja Sissi Djigiba.
un lieu de prière rénové, au-delà de l'acte citoyen et de générosité, c'est tout un message. Que chaque jour que Dieu fait est pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce train dont je disais que le premier président a construit, ce n'est pas autre train, c'est le train de la paix, de la cohésion et de vivre ensemble. Avec toutes les prières qui ont été faites, moi en tant que simple enfant devant nos pères spirituels, les imams qui s'adressent mieux à Dieu, je ne ferai que dire merci à Dieu de nous rassembler sur cette terre de Côte d'Ivoire, de faire en sorte que les lieux de rassemblement pour la paix se multiplient. Faire de ce lieu de prière un havre de paix et de promotion du vivre ensemble, l'essentiel du message du représentant du Conseil supérieur des imams, Kozim. La mosquée est tout un symbole. C'est la maison du Créateur du monde, la maison de Dieu. Et au sein de cet édifice, inviter les imams, inviter les fidèles, que nous sommes nombreux dans la diversité. Un moment important, la visite de la mosquée centrale de Tabo, qui a désormais de nouvelles commodités pour accomplir sereinement l'acte de prière. Un appel au fils de la région à poser des actions pour le renforcement de la foi, un important moyen pour prêcher la cohésion dans toutes les localités. Dans le reste de l'actualité en Algérie, des rassemblements d'étudiants, de magistrats ou encore de journalistes ont eu lieu ce dimanche à travers le pays. Les autorités ont fait des propositions pour la transition, semble inaudible. L'opposition demande le départ du président Abdelaziz Bouteflika après 4 semaines de manifestations et de protestations. Cette semaine sera encore décisive. Les manifestations de soutien se poursuivent également en France. Des centaines de membres de la communauté algérienne se sont rassemblés place de la République à Paris. Comme tous les dimanches, nous faisons le tour du monde en information. Voici ce qui a marqué l'actualité cette semaine. Le 7 sur 7, Woyon Télé, Soro, Herman Guivet. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika, candidat déclaré à la présidentielle du 18 avril, n'ira pas au bout de l'élection. Rentré chez lui sous la pression de la rue, le président algérien a rendu public son retrait de candidature. Son premier ministre Ahmed Houhaïa a cédé son fauteuil à Noureddine Bedoui. La date de l'élection reportée, la réforme du système politique se fait progressivement et prend en compte la révision de la Constitution. Les Boeing 737 MAX sont interdits de vol dans plusieurs pays d'Europe, en Asie puis aux États-Unis. Décision prise par ces pays à suite au crash d'un avion de ce même type sur un vol d'Ethiopian Airlines. Une mesure prise pour faire la lumière sur les éventuels problèmes de conception de l'appareil. Le président directeur général de Boeing, Denis Muilenburg, a renouvelé sa confiance totale en la sécurité du 737 MAX. Les députés britanniques ont approuvé la forme de sortie du Royaume-Uni avec accord. La proposition du Brexit conclue par Theresa May ayant été une nouvelle fois rejetée. 2 possibilités de relais s'offrent aux pays sortants. Si l'accord de retrait de l'Union européenne de Theresa May est validé par le Parlement britannique dans un temps limité au 20 mars prochain, le 29 mars 2019 sera maintenu comme jour officiel de la séparation. Au-delà de cette limite, il faudra attendre le 30 juin 2019. Le Kenya abrite le 3e sommet de la planète sur l'environnement. Au menu du sommet figure le déblocage de financements en faveur de la lutte contre le changement climatique. À ce sommet, des acteurs économiques engagés pour la cause environnementale sont présents. L'enveloppe financière de la Banque africaine de développement dévolue à cette édition a doublé. Le montant est chiffré à 25 milliards de dollars. Au Nigeria, le bilan de l'effondrement à Lagos d'un immeuble abritant une école maternelle et primaire est monté à 20 morts. Un précédent bilan officiel faisait lui état de 9 morts. Le drame, rappelons-le, a suscité une immense indignation. Le bâtiment en question devait être démoli depuis 2017. De violentes manifestations de gilets jaunes ont éclaté à Paris. Acte 18 de ces manifestations qui ont causé de nombreux dégâts. Plusieurs magasins ont été la cible de pillages de la part de manifestants en colère. La police a eu bien du mal à maîtriser les manifestants. L'Australien Brenton Tarrant, qui s'était attaqué
à 2 mosquées de Christchurch et qui avait été arrêté la veille a été présenté devant le tribunal. Il est suspecté d'être l'assassin de 50 personnes dans la ville sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Il détenait un permis de port d'armes et 5 armes à feu au moment de l'attaque du vendredi. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré que les lois du pays sur les armes changeront. De nombreux habitants de Christchurch ont recommencé à sortir de chez eux pour aller à déposer des fleurs près du lieu qui a été la cible de l'attaque. Dans tout le pays, un élan de solidarité interconfessionnelle a été observé. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Michel Mambo. Bonsoir.